Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Plusieurs découvertes aujourd'hui. D'abord, mon premier invité va nous faire voyager en Silicon Valley. Il y passe le plus clair de son temps depuis qu'il a décidé d'exporter sa start-up là-bas. Je l'interrogerai sur le contexte actuel au pays des GAFAM et puis on parlera des avantages et difficultés également rencontrés par un entrepreneur français aux États-Unis. Ce sera l'interview de John Banner dans quelques instants. Ensuite, au cœur de cette émission, une fois n'est pas coutume, je demanderai aux intervenants de notre débat de présenter dans le détail leurs solutions. Et oui, il s'agit de solutions qui nous aident à mieux vivre avec la maladie, à améliorer le suivi médical. Vous l'aurez compris, nous allons nous intéresser aux innovations qui font progresser de manière très concrète la santé. Et puis, nous retrouvons notre rendez-vous avec le monde du libre. Alors cette fois, ce ne sera pas pour parler de logiciels, mais de matériel high-tech open source. Et nous conclurons cette édition par une première, la conception de drones autonomes capables de lancer des satellites dans l'espace. Mais d'abord, donc, place à l'interview avec vous, John Banner. Donc, vous vivez à cheval entre Paris et San Francisco. Depuis combien de temps ? Ça fait un petit peu plus d'1 an et demi. D'accord. Et alors, comment ça se passe en ce moment en Silicon Valley, dans ce contexte pandémie mondiale ? Ce qu'on remarque, c'est que les gens ne se rencontrent plus physiquement. Vraiment, là, je suis à Paris, je vois que l'activité continue. À San Francisco, en tout cas, c'est que des visios. Et le contexte est vraiment très particulier. Parce que vous avez des sociétés tech où les employés ont tendance à vouloir sortir de la ville et en même temps, vous avez une activité qui reste. Donc c'est vraiment une situation très exceptionnelle. Pourquoi est-ce qu'ils veulent sortir de la ville ? Parce que c'est cher. San Francisco, c'est une ville extrêmement chère. Et maintenant, on aurait tendance à penser que les loyers sont plus aussi justifiés dans la mesure où vous avez des sociétés comme Google, par exemple, qui sont fermées jusqu'à l'été, Twitter qui sont fermés pour le moment de manière indéterminée. Donc ça laisse penser pour certains employés, finalement, pourquoi je reste si mon bureau est fermé. Et alors, autre contexte un peu différent, c'est le contexte politique. Oui. Là, vous êtes en pleine période de transition. Est-ce que ça, c'est un moment un peu délicat à traverser ? Oui, alors pour certains, c'est une source d'espoir, notamment pour, imaginons, un entrepreneur français qui souhaitait justement émigrer aux États-Unis. C'est un vrai espoir parce que la plupart des visas soit sont gelés, soit sont retardés. Alors que sous l'administration Biden, il y aura une reprise à la normale, c'est assez certain. Donc c'est vrai que ça dépend de l'activité, de la situation personnelle, mais d'un point de vue migratoire, ça va être un très bon signe. Et l'écosystème tech, là-bas, en Valais, il attend vraiment quelque chose de cette nouvelle administration américaine ? L'écosystème tech a voté pour Joe Biden. C'est-à-dire à San Francisco, je crois que c'est plus de 90% des personnes qui ont voté pour Joe Biden. Donc évidemment, ils sont très très contents. Et ils en attendent quoi ? Parce que déjà sur la partie migratoire, c'est vraiment important. Un exemple, une société comme Google, ça fait partie de leur stratégie, même la nôtre, quand on recrute de l'étranger, parce qu'il y a quand même un talent extraordinaire partout dans le monde, quand vous êtes sur un visa qui oblige la personne à être employé de la société pour pouvoir rester, vous le verrouillez. Parce que la Silicon Valley, la problématique, c'est la concurrence. Donc quand vous sponsorisez quelqu'un pour qu'il bosse chez vous, même si Facebook fait 5 fois le salaire de ce que vous lui proposez, il ne pourra pas partir. Et là, quand les visas sont gelés, c'est un vrai problème, parce qu'on ne peut plus du coup recruter, plus faire venir de talents extérieurs. Et donc là, le fait qu'on change de présidence, alors il y a le contexte pandémique, mais le fait qu'on change de présidence, ça laisse penser qu'il n'y aura plus ce genre de sujet. Alors, au départ, vous êtes un entrepreneur français en France. Oui. Vous lancez une start-up qui s'appelle Sphère. Au début, c'est un réseau social événementiel, en fait, qui utilise l'algorithme, l'IA, pour mettre en relation des invités d'un même événement en fonction de leur profil. Oui. C'est une innovation qui vous a valu, d'ailleurs, une reconnaissance ici. Et puis, vous créez une structure aux États-Unis, Wider. Là, le projet change un peu. Vous vous concentrez sur la mise en relation des avocats spécifiquement. Est-ce que c'est la Silicon Valley qui vous a fait voir le marché différemment ? Oui, totalement. Pourquoi la Silicon Valley ? Déjà parce qu'il y a quand même un décalage sur les avances technologiques. Il y a aussi énormément d'échanges. Par exemple, aux États-Unis, un de mes mentors, c'est John Chambers, l'ancien président de Cisco. Et ça, il y a d'excellents entrepreneurs en France aussi, j'ai d'excellents menteurs aussi ici. Mais quand on est dans le domaine, en tout cas social, c'était très important pour nous d'essayer de comprendre qu'est-ce qui allait venir et de s'en inspirer. Et en fait, on est parti du milieu de la mise en relation de personnes
à utiliser cette même donnée pour arriver dans le paiement. Parce qu'on a compris une chose, c'est que... Alors, j'ai pas encore parlé. C'est vrai, vous avez... Là, j'en étais juste à la création donc, de Wider qui s'intéressait à la population des avocats. Oui. Et donc, étape d'après, vous lancez WiderPay, qui est là une solution pour les aider à réduire les impayés. Oui, en fait, la particularité de WiderPay, c'est qu'on utilise la donnée pour indiquer à un avocat quand et comment facturer. Et le résultat, c'est qu'il simplifie, accélère et protège le règlement de ses honoraires. Donc on a utilisé notre expérience de plusieurs années, reconnue pas juste en France par une reconnaissance du concours Lépine, mais au niveau mondial. Et on a utilisé cette technologie-là pour savoir quand envoyer une facture, parce que la date d'envoi est primordiale. Et après, on a eu tout un tas d'autres services, dont un qu'on a lancé cette semaine, l'assurance contre les retards de paiement, qui vous donne 90% du montant de votre facture, quoi qu'il arrive à l'échéance, si jamais elle n'est pas payée. On a lancé tout un tas de services autour de ça qui permettent à ces avocats de se faire régler beaucoup plus, de passer de 3-4 mois de délai de paiement moyen à, pour un client sur 3, quelques minutes, parce qu'un client sur 3 va payer instantanément quand il peut régler en ligne. Donc l'aspect réseau social, vous l'avez oublié. Je vais vous poser la question, est-ce que c'est la Silicon Valley qui vous a fait changer? Est-ce que c'est aller concurrencer Facebook chez lui, devant sa porte? C'est compliqué. Alors, parmi mes mentors, j'avais aussi des employés de Facebook. En fait, notre domaine à la base, c'était de savoir qui devrait parler avec qui. Et on a utilisé cette connaissance-là pour savoir, dans notre propre domaine, parce qu'à la base, on était dans le service, nous-mêmes, on souffrait de délai de paiement, parce qu'on monétisait dans l'événementiel. Et donc, quand on est à 4-6 mois de délai de paiement, il y a un problème. Et malheureusement, c'est le cas pour la plupart des métiers de conseil. On facture le soir quand on a le temps, les relances, on les fait manuellement, c'est vraiment complexe. Et on propose virement ou chèque. Et donc, quand on se dit qu'en proposant le paiement en ligne, ça accélère déjà les paiements, et quand on se dit qu'il y a une population de personnes qui sont les avocats, qui, eux, souffrent de 3-4 mois de délai de paiement, et que pour 98% des 5 milliards payés en frais d'avocat l'année dernière, c'est réglé hors ligne, par virement ou chèque, et que le paiement en ligne accélère tout ça, il y avait une opportunité à utiliser nos connaissances dans un autre domaine. Et finalement, l'avenir nous aura donné raison, mais c'est un coup de chance. L'événementiel aujourd'hui, c'est vraiment plus que c'était pour le contexte actuel. Donc on a eu raison d'aller là-dedans. Et maintenant, on a même des structures qui ne sont pas forcément des avocats qui utilisent notre outil. Mais là, avec un peu plus de 1500 cabinets, on est leader en France. On utilise vraiment les connaissances qu'on a apprises d'un Silicon Valley. Alors là, vous venez de dire on est leader en France. C'est vrai que vous êtes, pour France Digital, une French Legal Tech. Oui, c'est vrai. Et pourtant, vous n'êtes pas né aux États-Unis. Enfin, WiderPay n'est pas né aux États-Unis. Totalement. On s'est exporté. Comment expliquez-vous ça? Ça fait partie de notre vision. Alors ça, c'est plus une ambition personnelle. Mon but, c'est qu'on soit une licorne française exportatrice aux États-Unis. Et c'est pour ça que finalement, on est quand même sur les deux marchés, parce que on a la connaissance France, la reconnaissance en France, mais aux États-Unis, c'est un marché qui est 100 fois plus grand. Il y a 1 million. Vous auriez pu décider de la créer aux États-Unis. C'est vrai, mais là, c'est encore une fois... C'est rare de faire ce choix. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison, même lever des capitaux, c'est plus rapide. Eh oui. Mais en France, on a la chance d'être accompagné par BPI France. On a la confiance de plusieurs institutions publiques. Et même à titre personnel, c'était vraiment mon rêve que la matière grise soit française et qu'on puisse être exportateur. Alors, c'est aussi la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est plus simple de faire du business quand on est au cœur de la Silicon Valley à San Francisco? C'est plus simple parce que la culture américaine, surtout à San Francisco, ils ont une culture du risque qui est quand même plus prononcée qu'en France. Ça veut dire, je ne connais pas ce produit-là, je vais l'essayer, on verra bien. Et si ça m'amène quelque chose, pourquoi pas? C'est pour ça qu'on a tendance à dire c'est plus facile de lever aux États-Unis. Mais la contrepartie, c'est qu'il y a plus de monde. Donc nous, on a la chance d'avoir une belle reconnaissance ici, d'avoir un produit établi qui monétise, qui génère de plus en plus de revenus chaque mois. Donc au final, on a quand même la chance de pouvoir rester français, exporter aux États-Unis. Demain, s'il devait y avoir des opérations de levée entre France et États-Unis, on le ferait. Mais a priori, en tout cas, c'est ce que j'essaierai de faire jusqu'au bout et je pense le tenir, qu'on reste vraiment une société française. En tout cas, c'est notre ambition. Donc, vous voyez une complémentarité, en fait, entre la France et les États-Unis. En fonction de vos besoins, vous allez piocher là où c'est le plus intéressant. Notre laboratoire est en France et on applique aux États-Unis. Ok, intéressant. Merci beaucoup. John Banner, fondation de WiderPay. Nous, c'est l'heure de notre débat sur la tech au chevet de notre santé.
Alors plutôt que des discours ou des vœux pieux, j'ai choisi l'option démonstration aujourd'hui. Mes invités ici présents sont la preuve que les technologies peuvent nous aider à améliorer le suivi médical et même notre santé au quotidien. Alors reste à savoir si ces produits sont suffisamment convaincants à la fois pour les patients et pour les médecins. On va voir ça tout de suite très concrètement. Donc avec Laurent Nicolas, PDG et cofondateur de Diabnext, une plateforme universelle de télésurveillance du diabète. Édouard Gasser, PDG et cofondateur de Tilac Healthcare, une start-up de l'e-santé qui a créé Audisight, un jeu vidéo médical pour assurer le suivi rapproché des maladies chroniques ophtalmiques. Nous aurons également avec nous en visio Laurent Vanderbroek, PDG de Chronolife. Lui, il a développé un t-shirt intelligent qui est capable de capturer des paramètres physiologiques, ouvrant ainsi la voie à une surveillance médicale à distance continue. Alors, Laurent Nicolas, on va vraiment présenter les choses de manière concrète. Déjà, préciser que vous-même êtes atteint d'une affection, donc vous êtes diabétique, et c'est face à cette pathologie qui vous compliquait la vie au quotidien que vous avez décidé de fonder Diabnext. Alors, quel était le manque sur le marché? De quoi aviez-vous besoin? Alors, d'abord, merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc, le diabète est une maladie assez compliquée à suivre. Il existe beaucoup de laboratoires qui proposent des traitements. Et ce qu'il se passe, c'est que souvent, ces dispositifs sont propriétaires et la donnée qui en émane ne communique pas avec les autres systèmes. Et donc, au tout départ, quand j'ai créé Diabnext, c'était la volonté sur le smartphone, sur son smartphone, sur le smartphone du patient, de pouvoir récupérer les données de glycémie et d'injection d'insuline, quel que soit le traitement utilisé par le patient. Et le patient n'a plus besoin de changer aujourd'hui. Il garde son traitement et il peut, au creux de sa main, faire son autosurveillance et remonter automatiquement ces données à son médecin. Et donc, vous n'êtes pas venu les mains vides, vous avez avec vous un objet. Alors, expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors ça, c'est un exemple de développement qu'on peut faire. Donc, vous pouvez le mettre un petit peu plus haut. Voilà, c'est un exemple de développement qu'on peut faire. Donc, ça s'appelle un clipsuline. C'est un clip qui se met sur les stylos à insuline. Et lorsque le patient se fait... plus haut, un peu plus haut. Quand un patient se fait une injection d'insuline, donc ça, c'est un stylo insuline, c'est une sorte de seringue. Quand il va se faire son injection, automatiquement, le dispositif qui est ici va capturer le nombre d'unités d'insuline injectées, va le transmettre au smartphone, ça part dans le cloud, c'est partagé avec le médecin. C'est quoi, c'est en Bluetooth que les deux communiquent? Les données communiquent en Bluetooth entre le device, le dispositif et le téléphone. Et ensuite, ça part en 4G, enfin, dans le réseau. Alors, ça part dans le réseau et donc il faut posséder l'application, nous, sur notre smartphone. Et ensuite, notre médecin également doit avoir la même application. Alors, lui, il a une plateforme web. D'accord, donc il peut consulter depuis son cabinet. Et là, il peut voir pratiquement en temps réel les glycémies du patient, comment le patient réagit par rapport à ses glycémies et le nombre d'unités d'insuline qu'il va s'injecter par rapport à ses glycémies. Et maintenant, on travaille même sur l'évaluation de la quantité de glucides que le patient va manger. Et cette donnée est aussi partagée avec le médecin. Voilà. D'accord. Donc c'est un suivi au moment où on fait cette injection uniquement? Alors, les médecins travaillent peu en temps réel. Par contre, ils aiment bien se poser une fois par semaine. Et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé chez ce patient-là, voir un petit peu les alertes qui ont été activées. Et là, ils vont faire un feedback au patient en disant... Tu pourrais peut-être faire ça pour mieux équilibrer ton diabète. Voilà. C'est pas du temps réel. Vous n'avez pas tous les jours derrière vous votre médecin qui vous accompagne. C'est plutôt de l'hebdo ou du mensuel avec des retours d'informations. Alors, Édouard Gasser, vous n'êtes pas venu les mains vides, mais c'est peut-être un petit peu moins spectaculaire comme produit, puisque finalement tout est dans votre smartphone. Hein. Vous avez créé donc Audisight, qui est un jeu mobile gratuit, mais médical. Là, l'idée, c'est vraiment de suivre de manière rapprochée les patients atteints de maladies ophtalmiques comme la DMLA, qui est la dégénérescence maculaire. Comment ça fonctionne alors aussi? Expliquez-nous. Oui, alors c'est très simple en fait. En 2016, j'ai rencontré le professeur José Alain Sahel, qui est directeur de l'Institut de la Vision, qui m'a parlé du souci qu'il avait pour suivre certains de ses patients quand ils étaient à domicile afin d'optimiser les parcours d'injection. Ces injections anti-VEGF, elles permettent de soutenir la vision du patient. En fait, moi, je venais du monde du jeu vidéo et en discutant, on s'est rendu compte que ça serait vraiment intéressant de créer un outil qui à la fois engagerait le patient dans une expérience ludique et agréable pour suivre sa pathologie et qui, en même temps, enverrait en temps réel des données sur la vision du patient pour savoir si la
la pathologie a évolué. C'est comme ça qu'Odyssey est né. En fait, comment ça fonctionne? C'est le rétinologue, l'ophtalmologue, qui va prescrire l'application au patient. Le patient va jouer de manière quasiment quotidienne chez lui, et si jamais il y a un changement dans sa vision, alors il y a une alerte qui est envoyée à la fois au médecin et au patient pour convenir d'un rendez-vous plus en urgence, afin d'optimiser le parcours de soins, tout simplement. Mais alors, comment est-ce qu'on peut jouer sur un smartphone si on a des problèmes de vue? Alors, c'est un jeu qui a été développé et designé pour justement des patients qui ont des problèmes de vue. Donc, il a été adapté pour la population cible, qui est une population d'un certain âge. Donc, c'est un jeu extrêmement simple avec peu de texte. Et puis après, c'est des puzzles qui permettent de la reconstitution d'images qui vont s'adapter en fonction de la vue du patient. Et après, on a des modules médicaux qui, eux, vont capter la donnée. Donc, même dans des cas de dégénérescence prononcée, ça fonctionne. On peut quand même utiliser ce jeu. Absolument. Alors, jusqu'à un certain niveau d'acuité visuelle, hein, bien évidemment, quand on est en dessous d'un certain niveau, notamment par exemple 3/10 aux deux yeux, alors à ce moment-là, c'est compliqué de jouer. Mais pendant toute une phase, effectivement, c'est très intéressant. Donc il y a des couleurs, il y a des contrastes. Absolument. Il y a un peu tout ça. Il y a surtout des modules médicaux, notamment un module d'acuité visuelle qui permet, grâce au smartphone, de capter comment la vision du patient va évoluer dans le temps. Et ça remplace les petites lignes là qu'on doit lire chez l'ophtalmo? En fait, exactement, ça remplace une méthode standard de mesure d'acuité visuelle qui est la même, qui a été faite depuis 1862. Nous, on l'a digitalisé, on l'a mis dans son smartphone pour pouvoir suivre à domicile la vision du patient. Et ça marche avec tous les smartphones? Ça marche avec Apple, Android, sur plus de 3000 téléphones, effectivement. Alors, nous allons donner la parole à Laurent Vanderbroek, PDG de Chronolife. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, vous allez nous parler d'un t-shirt que vous avez breveté et qui est utilisé pour faire de la surveillance médicale. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Quelle est sa face innovante? C'est à l'intérieur? Ce qu'on voit à l'image, c'est des capteurs à l'intérieur? Oui, donc c'est un t-shirt très confortable qui a 10 capteurs intégrés dans le t-shirt, que vous n'avez pas besoin d'ailleurs de retirer pour le passer à la machine, au lavage. Il est entièrement lavable tel quel avec toute l'électronique intégrée. Les 10 capteurs génèrent 6 paramètres physiologiques, un électrocardiogramme pour le cœur, la respiration thoracique, la respiration abdominale, la température du corps, l'impédance pulmonaire pour repérer les œdèmes et l'activité physique du porteur. Et là, aujourd'hui, c'est utilisé par des gens qui ont envie de surveiller leur état de santé ou il y a une vocation médicale? Il a une vocation médicale. Il a été d'ailleurs certifié santé, la solution. Donc, quand je dis la solution, c'est le t-shirt plus l'application sur smartphone, plus les serveurs certifiés qui collectent les données et qui mettent à disposition ces données aux professionnels de santé. La solution a été certifiée santé et elle est déployée aujourd'hui pour le suivi en continu et en mode de vie réel des patients atteints de pathologies chroniques, principalement l'insuffisance cardiaque chronique et les insuffisances respiratoires. Alors, il y a une surveillance en temps réel, mais si j'ai bien compris, il y a aussi l'idée de pouvoir prédire en amont, d'arriver le plus tôt possible avant le déclenchement d'un problème. Quel est le niveau de fiabilité des prédictions ? Alors, à la fois, la solution est utilisée en effet pour ce qu'on appelle la télésurveillance, c'est-à-dire la gestion à distance et le monitoring des patients à distance, mais aussi en effet, un des brevets de Chronolife, c'est un algorithme prédictif qui permet, en faisant la fusion de toutes les données générées par le t-shirt au niveau de l'application sur le smartphone du patient, de dresser, on va dire, un bilan de santé, de l'état de santé du patient. Et si cet état de santé évolue dans le temps ou prend la forme et la forme caractéristique d'une pathologie quelconque, à ce moment-là, une alerte est générée. Donc l'objectif, c'est non seulement de faire de la surveillance, mais également de faire de la prédiction. Et une étude clinique est en cours en Europe, dans 6 pays différents, avec 25 hôpitaux, pour prouver que cet algorithme est capable, sur la base des données générées par le t-shirt, est capable de faire de la prédiction dans le domaine de l'insuffisance cardiaque chronique et de prédire une décompensation avant qu'elle ne survienne, plusieurs jours avant qu'elle ne survienne. Plusieurs jours, d'accord. Vous en êtes tous passés par là, par des études cliniques sur vos produits ? Alors, on a eu beaucoup de chance en fait, avec le diabète, c'est qu'il y a eu énormément d'études qui ont prouvé que la télésurveillance soignait les gens.
quelque part. Donc on n'a pas eu besoin de le faire et on a pu avoir un remboursement Sécu qui existe, un remboursement de la CEPAM qui existe en France mais qui existe également dans d'autres pays. Donc vous avez le statut de dispositif médical ? Oui, classe 1, parce que le niveau de si vous voulez, de risque pour le patient est faible, donc on est CE classe 1 et les études ont été faites par énormément de centres hospitaliers dans le monde. Par contre, aujourd'hui, on essaie de montrer que Diamnext se distingue en soignant encore mieux les gens. Et c'est vrai que là, on lance des études où Diamnext est clairement mis en avant. D'accord. Et comment ça se passe pour vous, Édouard Guesser ? Oui, nous, on a fait effectivement des études pour montrer qu'il y avait bien équivalence entre les données qui sont récupérées par Audisight et puis les méthodes ophtalmologiques standards qui sont faites dans les centres. Et ça, c'est pas forcément une condition de mise sur le marché, mais c'est une condition pour être un dispositif médical remboursé par la sécurité sociale ? C'est indéniable. Je pense qu'il faut déjà, pour le médecin et pour les patients, les rassurer et montrer qu'il y a bien équivalence et qu'il y a une valeur clinique dans le dispositif. Nous, on a un dispositif médical également. Après, on va continuer à augmenter notre claim médical avec des études pour montrer effectivement l'impact sur le parcours de soins de l'utilisation de la télésurveillance en ophtalmologie avec un outil comme Audisight. Alors là, on a 3 exemples de dispositifs assez innovants pour le suivi médical. Est-ce que vous fonctionnez ensemble ? Est-ce qu'on a un début de compatibilité entre les produits ? Moi, je pense qu'on le voit de plus en plus. On se rend compte qu'il y a des gros sujets. Parce qu'on peut très bien avoir une dégénérescence maculaire et du diabète, on est bien d'accord. Oui, absolument. Et d'ailleurs, il y a l'œdème maculaire chez le diabétique qui est un vrai sujet, la vision, et qui est un vrai problème. Donc, il y a ce qu'on appelle des bundles qui sont possibles. J'imagine dans le futur, on va pouvoir coupler des dispositifs médicaux innovants ensemble pour pouvoir améliorer dans sa globalité le parcours de soins. Je pense notamment effectivement avec ce que fait Laurent et ce qu'on fait, par exemple. Une interopérabilité entre les produits, ça c'est la prochaine étape peut-être ? La seule limite, c'est que ce n'est pas les mêmes spécialités dans les services. Donc en fait, le diabétologue veut utiliser des outils, puis vous savez que le chef de service, il est chef chez lui, donc on ne va pas pouvoir lui opposer des solutions qui sont peut-être en partenariat avec d'autres services. Donc par contre, il y a quelque chose qui peut être très fort, c'est... Il faut faire déjà l'interopérabilité au sein des services hospitaliers. Être holistique, être universel, essayer d'avoir différents partenariats avec différentes sociétés pour que tout soit un peu plug and play pour le médecin, s'il veut utiliser une solution plutôt qu'une autre, ils puissent le faire. Voilà. Laurent van der Broek, est-ce que l'objectif, en tout cas l'argument qui parle aujourd'hui au monde médical, c'est de dire on va permettre d'assurer ce maintien à domicile de manière plus pérenne ? Déjà, on n'a pas le choix aujourd'hui, que ce soit en Europe ou ailleurs. En raison de la saturation des hôpitaux, de la réduction du nombre de lits et de l'augmentation des patients atteints de pathologies chroniques, le système hospitalier est obligé aujourd'hui de faire du télésuivi de patients à domicile pour ne faire revenir à l'hôpital que le patient qui a vraiment besoin de soins. Je crois que ce qu'il faut voir comme bénéfice à travers la télésurveillance, c'est pas seulement de baisser les dépenses de santé et d'améliorer le parcours patient. C'est améliorer aussi l'observance. Et ça nécessite justement des équipements médicaux qui soient très confortables et agréables à porter. Le but étant qu'on oublie qu'on est télésuivi, d'améliorer donc la qualité de vie du patient qui peut rester chez lui et dans son milieu familial, mais c'est aussi donner de meilleurs outils de diagnostic au médecin, encore une fois, pour ne faire revenir à l'hôpital que le patient qui a besoin de soins. Est-ce qu'on risque pas de devenir, Laurent van der Broek, des patients permanents, avec tous ces objets qu'on va avoir en permanence sur nous ? Non, comme je le disais, c'est des équipements médicaux, c'est des solutions de suivi des patients qui sont quand même à risque. Et donc l'intérêt, c'est aussi de les rassurer. C'est-à-dire qu'ils sont chez eux, ils sont en mode de vie réel, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une vie tout à fait normale. Et c'est ça la révolution des nouveaux outils de télésurveillance, c'est de permettre également aux patients de pouvoir avoir une vie totalement normale tout en étant télésuivis. Et ça s'adresse à des patients à risque.
Ça semble quand même assez idéal pour un hypocondriaque, finalement, de vivre en permanence avec ces objets, non ? Moi, je pense qu'il y a aussi un sujet, pour ajouter à ce que disait Laurent, il y a aussi un sujet de renforcer le lien médecin-patient quand on n'est pas dans son cabinet, tout simplement. On sait qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de ressources. Moi, je parle en ophtalmologie. Il y a 7 ophtalmos pour 100 000 personnes en France. Il faut créer des outils qui vont leur permettre de mieux soigner, alors qu'il y a des prévalences des pathologies, donc plus en plus de patients. La télésurveillance va aussi aider, justement, pour renforcer le lien médecin-patient qui, malheureusement, se délite du fait du manque de ressources, tout simplement. Et il n'y a pas du tout d'anxiété à se surveiller en permanence. Vous ne constatez pas cet effet indésirable de vos produits. Dans le diabète, de toute façon, si vous ne vous soignez pas, si vous ne vous injectez pas, vous pouvez pas vivre. Donc, votre traitement, qui est formidable, on a énormément de chance d'avoir de l'insuline, donc vous devez vous piquer 5, 6, 7 fois par jour. L'idée, c'est pour le patient, dans son traitement, rajouter rien du tout, enfin pratiquement rien, pour que ça soit complètement transparent. Et pendant longtemps, la baseline de Diamnext, c'était le suivi de votre diabète sans rien faire de plus. Sans rien faire de plus que vos piqûres. On est capable de tout faire pour vous, récupérer la donnée, la transmettre au médecin. Le médecin va pouvoir vous pousser des conseils. Voilà. D'autant plus pertinent en période de confinement et de Covid-19, j'imagine. Quels sont aujourd'hui les médecins les plus friands de ces objets ? Ceux qui répondent présents les premiers ? Est-ce qu'il y a une catégorie, un secteur, un niveau ? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a des pathologies qui sont certainement plus aujourd'hui plus digitalisées. Le diabète fait partie de celle-là, la cardiologie aussi. C'est plutôt à l'hôpital que vous obtenez davantage de collaboration ou d'écho ? Ça démarre souvent à l'hôpital et après ça part vers les libéraux. Ouais. Parce qu'ils ont beaucoup de moyens, des équipes. Ils sont capables de mettre un médecin et des infirmières sur le digital, chose que n'a pas toujours un libéral. Et ça démarre souvent là, mais en fait aujourd'hui on a peut-être un quart de nos utilisateurs médecins qui sont des libéraux. Laurent Van Der Broek, vous constatez la même chose ? Oui, ce qu'il faut noter, c'est qu'en France, on a la chance d'avoir un décret, une loi dans le domaine de la télésurveillance pour certaines pathologies, où le médecin qui prescrit le service de télésurveillance est rémunéré pour cet acte, et le prestataire de service, les sociétés comme les nôtres, sommes également rémunérés et remboursés pour l'affectation du service, la gestion du service aux patients de télésurveillance. Et en fait, en raison de la pandémie Covid-19, il y a eu une accélération de l'adoption de ce type de solution, justement parce que aussi beaucoup de patients ne voulaient pas revenir à l'hôpital ou hésitaient de venir à l'hôpital à cause des risques de Covid-19 et préféraient être suivis à distance. Donc en fait, on est passé de médecins qui étaient assez en effet précurseurs dans ce domaine-là à une généralisation aujourd'hui de l'adoption de ce type de service en raison de la situation sanitaire. Est-ce que ça modifie aussi le rapport médecin-patient au sens où on a tous les mêmes informations ? Là, pour le coup, il y a une transparence, il y a une horizontalité. Je pense que c'est une bonne chose que les patients prennent en main un peu plus leur santé. Aujourd'hui, on repose énormément sur le médecin. Je pense qu'il faut que les patients soient conscients de leur pathologie. Pour revenir sur ce que vous disiez avant, il y a une anxiété qui est aussi liée à l'inconnu. Donc, s'ils ont plus d'informations, forcément, il y a moins d'anxiété et ça favorise forcément l'optimisation du parcours de soins. Donc, moi, j'y vois pas forcément un problème. Après, il faut donner l'information nécessaire. C'est-à-dire que souvent, une information, et ça on le voit aujourd'hui, peut être mal interprétée. Je pense qu'il faut être... Avec vos outils, on a le même niveau d'information que le médecin ou pas ? Alors, c'est différent. Le médecin, il va voir vos données et vous donner des inputs, donner des conseils pour mieux vous suivre. Le patient, il vit avec, il voit ses données et c'est vrai que tout ce que peut lui apporter le médecin, ça peut l'aider à mieux interpréter ses données. Mais ce que je voudrais dire sur cette relation-là, c'est que au départ, le médecin va pouvoir suivre son patient s'il a des données qui remontent. Et donc, il faut que le patient lui donne des données. Et quand vous vivez avec une maladie pour 30 ans, par exemple, au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, quelques mois, vous n'avez plus envie de faire cet effort de remonter des données. Donc, il faut, ce que j'ai envie de dire pour que la télésurveillance fonctionne, il faut qu'on donne énormément aux patients
pour que lui vous donne en retour ces données. Et c'est un échange, c'est un bon équilibre qu'il faut avoir, parce que si on ne donne pas assez au patient, au bout d'un moment, il coupera, il ne fournira plus nécessairement toutes ces glycémies et ces injections à son professionnel de santé. Oui, c'est l'intérêt du médecin de faire remonter ces datas. Et donc, son rôle, finalement, n'est pas remis en cause par ces outils, si je vous écoute. Il garde le rôle de l'analyse, de l'expertise. Au contraire, à mon sens, les outils digitaux sont là pour renforcer, pour augmenter les capacités du médecin à mieux soigner et pas à le remplacer. Et c'est un travail d'éducation, bien évidemment, auprès de la profession médicale et auprès des patients. Mais nous, on le voit, c'est des outils qui vont permettre tout simplement d'augmenter leur capacité à mieux soigner les patients. Ça demande des formations aussi du corps médical ? Oui, alors c'est un nouveau métier. En fait, c'est une vraie rupture, c'est un vrai changement dans la façon de soigner des médecins qui historiquement reçoivent dans leur cabinet le patient et là vont tout faire en digital. Donc il y a des plateformes auxquelles qu'il faut s'approprier. Il y a des systèmes de connexion, des connexions hautement sécurisées. C'est un cataclysme. Enfin, c'est fortement innovant. Et puis, il y a tous les dispositifs en eux-mêmes, installer le patient, former aussi le patient, après s'être formé soi-même. Non, c'est un peu une rupture. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Ça a assez bien marché et très rapidement dans le cardiaque parce qu'historiquement, il y a eu de la remontée de données dans le cardiaque. Dans le diabète, ça a démarré il y a à peu près un an et demi. Et ça prend un peu de temps, justement, par ces changements d'usage à être mis en place dans les services. D'ailleurs, on pourrait donner quelques chiffres quand même sur le diabète pour montrer l'importance d'avoir ces nouveaux outils. Moi, j'en avais noté, mais vous les avez peut-être de tête. Alors, je pense que le principal chiffre qu'on doit dire dans le diabète, c'est les 10 milliards d'euros que ça coûte à la Sécu tous les ans. Mais c'est 75% des coûts, en fait, de ces 10 milliards, en fait, sont liés aux complications du diabète. La cécité, première cause de cécité, première cause de dialyse, de perte de rein, d'amputation. En fait, c'est pas le traitement qui coûte cher, c'est la mauvaise utilisation ou la non-observance, plutôt on dirait, du traitement qui entraîne des complications qui coûtent très cher. Et donc, c'est pour ça que cette couche de digital qui va se mettre sur le traitement va permettre de considérablement réduire les coûts de santé. On va donner la parole une dernière fois à Laurent Vanderbroek. Ce qu'on comprend, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée ou un t-shirt breveté. Après, il y a tout ce travail que vous faites, j'imagine, en ce moment, d'évangélisation, de formation aussi du corps médical. Oui, absolument. Laurent Nicolas en a déjà parlé. La formation du corps médical, non seulement pour les accompagner dans la prescription et les informer des avantages et du bénéfice médical de notre solution, mais aussi pour l'utilisation des outils web qui vont bien pour qu'ils puissent visualiser les données générées par le t-shirt, faire le diagnostic en appliquant des seuils d'alerte. Tout ça, ça nécessite une formation. Donc nous, on s'appuie sur des opérateurs de plateformes web et des opérateurs de plateformes de services qui travaillent déjà dans le milieu hospitalier, qui sont déjà utilisés par le milieu hospitalier pour ensuite former ces professionnels de santé. Mais c'est vrai que ça nécessite un certain accompagnement, mais ce qui est parfaitement normal. Et vous avez des chiffres sur la DMLA en France, ce que ça représente ? Oui, aujourd'hui, il y a plus d'1 million de personnes qui sont atteintes par la DMLA. Nous, on s'intéresse particulièrement aux personnes qui sont en cycle d'injection, dont on essaie de soutenir la vision. Aujourd'hui, il y a plus de 300 000 personnes qui sont concernées par ces problèmes de vision et qui nécessitent un suivi vraiment régulier de la pathologie. Donc il y a un réel besoin. Il y a un besoin. Il n'y a pas besoin de convaincre là-dessus finalement. Non, mais je suis d'accord avec Laurent, avec les deux Laurent en l'occurrence, sur le fait qu'il y a de l'éducation, il y a des enjeux organisationnels et je pense qu'aussi l'État a énormément à faire pour pérenniser et élargir l'utilisation de la télésurveillance. Pour qu'il y ait une véritable adoption à la fois des patients, mais aussi des médecins, et une insertion dans les routines de travail. Ça a quand même avancé, ça, ça avance, avec le remboursement des téléconsultations aussi. Dernière question sur les données. On est dans Smartech. Qu'en est-il de l'anonymisation ?
C'est un prérequis quand on a un dispositif médical. On a nos données, elles transitent par des serveurs agréés données de santé. Et bien évidemment, on n'a pas du tout accès à la donnée identifiante. On protège les données de santé. Je pense que c'est extrêmement important de protéger la santé des patients. Seulement les médecins y ont accès, bien évidemment. Parce que l'ensemble se retrouve sur des serveurs, dans le cloud. Donc là, aujourd'hui, vous avez des obligations juridiques, légales en matière d'anonymisation sur les données de santé. Oui, je pense qu'on a la législation la plus peut-être contraignante, structurée au monde, en France, qui est plus structurée encore que le reste de l'Europe, et l'Europe étant au-dessus des autres. Donc oui, on doit être sur des serveurs HDS, on doit avoir plein de labels, en fait, plusieurs labels pour pouvoir garder les données de ces patients. Mais en tant que patient, moi, j'ai fait un prêt personnel pour un appartement. En fait, on vous demande des informations quant à vos maladies et il faut absolument, pour les patients, parce que ça peut fermer beaucoup de portes, il faut absolument garder le côté confidentiel de la maladie qui peut concerner un patient. Donc c'est très 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 important de garder ça dans des murs parfaitement protégés. Nous-mêmes protégeons nos propres informations. Merci beaucoup Laurent Vanderbroek, PDG de Chronolife, Laurent Nicolas, PDG et cofondateur de Diabnex, et Édouard Gasser, PDG et cofondateur également de Tilac Healthcare. Nous, juste après la pause, nous allons découvrir que le monde du libre n'est pas qu'une affaire de logiciels, mais également de matériel open source. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec le monde du libre et Jean-Paul Smets, PDG de RapidSpace. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Delphine. Alors cette fois, tu ne vas pas nous parler de logiciel, mais de matériel. Oui, et donc on sait tous qu'un logiciel libre, c'est un logiciel qu'on a la liberté d'utiliser, de copier, d'étudier et de redistribuer, et dont on a le code source. Pour le matériel, c'est la même chose. Le matériel libre, c'est du matériel qu'on a le droit d'utiliser, qu'on peut copier, dont on peut étudier le fonctionnement et dont on a les plans. Et alors, est-ce que moi, je peux utiliser du matériel open source ? Tu en utilises tous les jours sans t'en rendre compte. Je pourrais tu te connectes par exemple à Twitter ou à Facebook ou à Booking.com. Derrière, ce sont des serveurs qui sont du matériel libre dont tous les plans sont publiés sur Internet. Ok, et donc là, ça va être Noël. Est-ce qu'on a des idées de cadeaux, Jean-Paul, open source ? Alors moi, je conseille un petit ordinateur qui s'appelle le Terès, d'un ancien prince thrace du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est fait par des Bulgares. Ça arrive comme un kit avec des centaines de pièces, un peu comme un énorme puzzle. Certaines ont la taille d'une batterie, d'autres d'une tête d'épingle. Il faut 2 heures environ pour le monter. C'est marrant et en même temps un peu stressant, c'est pas ça va marcher à la fin. Mais l'intérêt, c'est qu'on se souvient toute sa vie de ce qu'il y a dans un ordinateur, comment ça fonctionne, et c'est utilisé dans l'enseignement en Bulgarie. Ah oui, ça a une vocation éducative. En dehors de l'informatique, est-ce qu'il y a d'autres matériels libres ? Les cinéastes, par exemple, à Vienne, ont conçu une caméra avec des informaticiens qui s'appelle la caméra Axiom. Ils ne se sentaient pas très à l'aise avec les nouvelles caméras numériques dont ils ne comprennent pas le fonctionnement détaillé, contrairement aux anciennes caméras mécaniques, et ont voulu, en quelque sorte, retrouver le contrôle de l'image par la liberté. C'est tout l'intérêt de l'open source, c'est d'avoir le contrôle sur le matériel. Est-ce que ces produits viennent aussi de communautés open source du monde du libre ? On a les 2 cas, comme d'habitude. En Europe, des PME qui font leurs produits dans leur coin. Ça peut être Nitroki en Allemagne qui fait des dispositifs de sécurité matérielle libres et qui ensuite vont aller voir l'Open Source Hardware Association pour obtenir la certification qui signifie que tous les plans ont bien été transmis. Aux États-Unis, on a des soi-disant communautés qui sont souvent des émanations des GAFAM, fonctionnent plus comme des réseaux d'affaires ou des consortiums. Une PME européenne peut en faire partie, mais on va moins l'écouter qu'un tel. Et le plus célèbre s'appelle l'Open Compute Project. Et il ne faut pas oublier non plus le monde de l'enseignement et académique. C'est l'Institut Design d'Ivrea, dans le nord de l'Italie, qui a conçu le projet Arduino, qui est très connu chez les amateurs d'informatique embarquée. Et le CERN, comme toujours, qui a aussi inventé le web, a fait l'une des licences de matériel libre les plus utilisées. Est-ce que tu as du matériel libre français aussi à nous recommander ? Alors, pour le Covid, la bulle de protection personnelle a été inventée à l'Université de Grenoble et permet à un malade du Covid de s'isoler tout en se déplaçant. Et pour les musiciens,
D'ailleurs, certains des produits sont utilisés dans le studio d'Étienne de Crécy, l'un des papes de la French Touch. La société Mutable Instruments fait des synthétiseurs modulaires dont tous les plans sont publiés en licence libre, avec les plans des cartes mères, des composants, la liste des composants. Alors, il nous reste un petit peu de temps quand même pour parler du rapport entre la production industrielle d'un matériel, on va dire, classique, propriétaire, et un matériel open source. On n'est pas du tout au même niveau de prix, mais est-ce qu'on est au même niveau de qualité aussi ? En fait, on est aujourd'hui au même niveau de prix, voire moins cher, au même niveau de qualité. Et, par exemple, les systèmes réseau des réseaux 5G modernes sont aujourd'hui du matériel libre fait par une entreprise taïwanaise qui s'appelle EdgeCore. Et la liberté du matériel sert en fait aux opérateurs de télécom à mieux collaborer entre eux et à mieux définir les spécifications des matériels de leur réseau en donnant chacun leur avis, en contribuant des éléments. Est-ce qu'il y a un lieu, un site, un endroit où on peut trouver facilement du matériel libre à s'offrir à Noël ? Olimex, pour le terrestre, c'est le plus facile. Sinon, vous allez regarder le site de la Open Source Hardware Association, qui a une liste de produits classés par type, musique, santé, par pays, France, Espagne, Allemagne, etc. Et là, il n'est pas trop tard pour recevoir son cadeau à Noël ? Délai de livraison ? Il y a encore une chance chez Olimex. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup Jean-Paul Smets de nous avoir ouvert les yeux sur tous ces produits open source. Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space. Avant de se quitter, on va terminer avec la découverte du premier drone autonome capable d'envoyer des satellites dans l'espace. À quoi ressemblera demain ? Aujourd'hui, Cécilia Sévry, depuis son lieu de confinement, a choisi de nous parler des premiers drones autonomes qui seront capables de lancer des satellites dans l'espace. On regarde tout de suite. Bonjour Delphine. Alors on en a parlé plusieurs fois sur ce plateau, les mini-satellites, vous savez les smallsats, représentent aujourd'hui un secteur de plus en plus attractif. Et pour les envoyer dans l'espace, ces satellites, on a aujourd'hui deux options à disposition. La première évidemment c'est la fusée, mais il y a aussi l'avion avec un système de lancement aéroporté. Alors si je vous parle de ça, c'est parce qu'il y a seulement quelques jours, on a découvert une troisième option, une option bien plus économique et bien plus rapide. Et cette option c'est le drone. Aujourd'hui je vous présente le premier drone autonome capable d'envoyer un satellite dans l'espace. Il a été fabriqué par Aevoom, une société américaine, et il est donc baptisé RavenX. Il y a donc seulement une semaine, elle a officiellement, cette société, présenté au grand public son innovation. Alors ce drone, il a l'allure véritablement d'un avion furtif militaire, il faut le dire. Il mesure 24 mètres de long, il fait plus de 5 mètres de haut, et il a une envergure quand même de 18 mètres. Alors il est équipé de deux turboréacteurs qui le propulsent dans les airs. Il est capable de transporter jusqu'à 100 kg de charge utile. La charge encapsulée dans une ogive est placée sous le fuselage de l'appareil. Alors je dis une ogive, mais en réalité il s'agit plutôt d'une petite fusée. En fait, Aevoom a choisi lui aussi pour sa mise en orbite le système de lancement aéroporté. On en parlait au début, c'est-à-dire que plusieurs concurrents ont choisi cette option dans le but de poser des satellites dans l'espace. À la différence près qu'ici, c'est donc un drone programmé qui va faire le travail de l'avion. Alors une fois arrivé à environ 20 km au-dessus de la Terre, RavenX va larguer cette ogive qui va pouvoir ensuite placer en orbite terrestre le satellite. Toute l'opération, elle sera dirigée depuis la Terre, depuis un centre de contrôle. En fait, le trajet sera préprogrammé, mais l'opérateur pourra intervenir à tout moment, car le RavenX est conçu pour répondre à une commande en l'espace de seulement quelques secondes. Alors ce drone, il faut le dire, il présente quand même de nombreux avantages dans ce secteur. D'abord, avec ce moyen de transport, pas de pilote. On peut donc ainsi aller le plus loin possible au niveau de l'accélération, parce que la limite de ce que le corps humain peut encaisser comme le jet, ici, ça n'est plus un sujet. Alors les trajectoires du coup de montée seront beaucoup plus raides, ce qui permettra un trajet beaucoup plus court vers la destination. Et puis la société affirme qu'avec une flotte entière de ces aéronefs, il sera possible de réaliser des voyages vers l'espace toutes les 180 minutes. Alors RavenX aussi, il faut le dire, autre avantage, pourra voler quelles que soient les conditions
climatique. Et ça, c'est quand même un atout non négligeable quand les fusées, elles, sont clouées au sol en fonction du mauvais temps. Enfin, il sera capable, ce drone, de se poser sur une piste de seulement 1,6 km. Autrement dit, il pourra opérer de pratiquement n'importe quel aéroport dans le monde. Et la société a travaillé aussi à automatiser toutes les tâches administratives qui entourent la préparation d'une mission, ce qui va permettre à la fois un gain de temps, c'est-à-dire que si nécessaire, Avanix pourra effectuer une mission en seulement 3 heures, mais aussi un gain d'argent, car un lancement nécessitera seulement 10% du personnel généralement mobilisé pour le lancement d'une seule fusée. Alors si cette solution n'est pas encore aujourd'hui opérationnelle, elle intéresse déjà beaucoup de clients du secteur privé, mais surtout le gouvernement américain. Précisément l'US Space Force, c'est-à-dire la nouvelle force spatiale américaine, pour 4,9 millions de dollars. Aevoom va devoir envoyer dans l'espace des petits satellites expérimentaux capables de détecter à terme des lancements de missiles ennemis. Alors cette mission, elle devrait décoller dans le courant de l'année prochaine, dans l'année 2021, et ce sera donc la première mission opérationnelle pour notre start-up américaine. Impressionnant, merci beaucoup Cécilia Sévry pour cette découverte. On va vous retrouver tout de suite après dans le Lab Startup. Merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir participé à ces découvertes autour de la santé, autour de la Silicon Valley. Je vous retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.